Bonjour et merci de nous rejoindre sur Alta Bregoine. Ça, on se lundi avec une nouvelle semaine qui commence et un nouvel invité. Bonjour David. Bonjour, comment vas-tu? Pleine forme et toi? Très très bien, merci beaucoup. On va bientôt se retrouver pour nos émissions de Noël. Et bientôt, oui. Souviens-toi, l'année dernière avec Marina Rebaldi, on s'était régalé. C'est vrai, c'était un bon moment. Et ce sera encore le cas cette année, très certainement. Cette semaine, nous allons recevoir un vigneron, Alexis Albertini. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, la première question, je vous ai posé la question avant de démarrer. Vous êtes vigneron, viticulteur. Quelle est la différence? Vous avez préféré l'appellation vigneron, pourquoi? Oui, bon, il n'y a pas grande différence. Le viticulteur, c'est celui qui va cultiver que la vigne. Vigneron, c'est peut-être un peu plus large, avec ça comprend l'élaboration du vin. Mais après, les deux termes sont justes. D'accord. Peut-être que vigneron aussi vend du raisin, peut-être aussi en tant que raisin de table, non? Ou pas du tout? Viticulteur aussi. Viticulteur c'est un peu aussi. de termes oui, qu'on peut... C'est rare, non, de vendre du raisin, peut-être, pour toi? Ah oui, moi, ça Voilà. ne jamais. Ouais. Voilà. Nous, on le transforme et... Je sais pas si c'est même les mêmes cépages, non, c'est même pas les mêmes cépages en règle générale pour un vin de table. On peut vendre du raisin à une cave qui va faire du vin, mais après, si c'est pour vendre du vin de table, c'est une autre variété. C'est des grains plus gros et c'est différent. Alors, il faut qu'Alexis Albertini s'occupe, donc est vigneron dans le plus haut vignoble de Corse qui s'appelle le Clos d'Alzette, c'est ça, hein? Exactement, oui, situé en Cinarque, au village de Seri d'Orcine. Oui, on a la particularité d'avoir les plus hautes parcelles qui culminent pratiquement à 500 mètres d'altitude. Donc ça donne une certaine typicité à nos vins, avec des nuits plus fraîches, on garde une certaine fraîcheur dans nos vins. Voilà. Donc, Travail en famille aussi. Ouais. Avec son frère, Tout à fait, mon père qui est toujours très présent et ma sœur et mon frère. La sœur à la comptabilité et tout ce qui est commercialisation, c'est ça? C'est ça, on ne se marche pas sur les... Chacun a son domaine. Chacun a son travail. C'est beaucoup comme ça chez nous, David, et je crois que c'est pas seulement dans le domaine de la terre et de la mer. Hein. Je crois que les entreprises familiales, mais toi-même... Oui, nous aussi, c'est pareil. Exactement pareil, c'est une histoire de famille. Ouais. Là, c'est de génération en génération pratiquement, parce que c'est aussi ton grand-père qui avait cette je suis la cinquième génération. Cinquième génération. Ouais. Le domaine date de 1800, enfin des années 1800, on n'a pas la date exacte. En 1800, on faisait déjà du vin au Clos d'Alzette. Ouais. C'est magnifique. Ce qui est intéressant, c'est justement le fait que ce soit de génération. J'ai l'impression que c'est souvent le cas dans ce métier-là en particulier de vigneron, où moi aussi j'ai des amis sur le continent, dans la région de Bordeaux, qui font ça, mais depuis très 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 longtemps, de génération en génération. Est-ce que c'est spécifique à ce métier, peut-être? Il faut croire que la passion est héréditaire. C'est vrai qu'après, quand on baigne dedans de tout petit, on prend vite la passion. Parce que, après, vraiment, c'est des travaux de la terre, mais des travaux très passionnants aussi. On part du raisin pour élaborer un vin qui va être différent chaque année. Voilà. Je pense que c'est la passion qui fait que les générations prennent la relève. En fait, c'est pas comme un finalement. Chaque année, le vin sera différent. Un champagne, on essaie toujours de faire un champagne. Oui, champagne, c'est différent parce qu'il y a une fermentation qui se passe en bouteille. Je crois qu'on peut mélanger différents millésimes, à part les cuvées millésimées. Tandis que les vins corses et autres vins sont très dépendants du millésime. Alors, qui décide du caractère que l'on va donner à ce millésime 2015 ou 2014 Avant tout, c'est le temps. C'est le temps, c'est la maturité, si elle va se faire rapidement, si elle va être bien aboutie. Après, le travail du vigneron, c'est d'essayer de gommer quand même cet aspect millésime, ce facteur temps, pour avoir quand même une certaine régularité et que le consommateur s'y retrouve et retrouve toujours une typicité bonne qualité. Quand même sur le Clos d'Alzette qu'il n'y aurait pas sur un autre clos, par exemple. Voilà. Et tes clients recherchent cette typicité-là. Tout à fait, oui. Après, c'est bien aussi d'avoir des millésimes avec quelques variantes. Voilà. C'est ce qui fait le charme du vin aussi. Bien sûr. Alors, il pèse vraiment sur le goût. Alors, je suppose que l'altitude, on en a un petit peu parlé. Je pense qu'il doit y avoir une particularité dans le goût du Clos d'Alzette. Est-ce qu'il y a aussi le fait qu'il y ait les conditions météo de l'été concrètement, le goût, il vient d'où? Le goût, déjà, il va venir du raisin. Et le raisin, il va prendre son goût à la fois du terroir. Donc, qui dit terroir, dit sol, dit environnement, dit facteur temps aussi, dit influence du climat. Et donc, le travail du vigneron, c'est de faire en sorte que son travail de l'année, c'est qu'il ait, au bout du compte, un raisin le plus beau, de la qualité la plus grande au moment des vendanges. Et après, lors de la transformation aussi, on va pouvoir influencer ce goût. On va pouvoir
en vinifiant d'une façon ou d'une autre, avoir des choses qui révèlent des arômes variétaux, donc des arômes vraiment du cépage, ou alors après aller sur des choses un peu plus fermentaires, donc où l'impact de la vinification va être plus prononcé. Voilà. Donc après, ça va être suivant le domaine, suivant la volonté du vigneron, on va avoir des vins complètement différents. À la base, c'est tout un travail de la terre d'abord. Oui, le plus important, voilà, c'est vraiment de l'agriculture. Ouais. C'est-à-dire que le travail de la terre va être le plus important pour avoir le meilleur raisin possible. On va pouvoir faire un bon vin avec du bon raisin, faire un bon vin avec du mauvais raisin, c'est pas possible. C'est impossible. D'accord. Même s'il y a... Parce qu'après, il y a de la fabrication quand même. Du vin. Après, on peut gommer certaines choses, mais on ne pourra pas faire du très bon vin avec du mauvais raisin. On gomme de quelle manière ? C'est un apport de quelque chose ou c'est une régulation, comment dirais-je, on régule la température d'une certaine façon qui fait que le vin sera différent ou... Après, arrivé en cave, quand le raisin est de qualité, arrivé en cave, on va s'employer à extraire la quintessence de ce raisin. Voilà, donc ça va être en régulant les températures pour pas que des températures trop hautes enlèvent des arômes. Ça va être plein de paramètres. Sur les rouges, ça va être des fermentations plus ou moins longues. Est-ce qu'on va pouvoir extraire beaucoup de couleurs ou pas trop, beaucoup de tanins pour qu'ils puissent vieillir ou faire un vin de consommation rapide. Voilà, tout ça, après, c'est en cave que ça se décide. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu choisis tes parcelles, par exemple. Voilà, nous, en plus, sur le domaine, on a une chance, c'est que c'est tout d'un seul tenant. Les parcelles sont attenantes, mais elles sont très variées. C'est-à-dire que c'est un peu planté en cirque ou en amphithéâtre, donc on a des expositions différentes. On a des sols différents, ça reste des sols avec des dominantes granitiques, oui. Des granitiques. Mais on a par exemple sur une vingtaine d'hectares une grande parcelle qui est à flanc de montagne, où c'est un cône d'accumulation qu'on ne retrouve pas ailleurs en fait, qui est composé de graves de granit en décomposition et qui donne une terre très, très filtrante avec des réserves d'eau en profondeur. Donc ça marque aussi nos vins. Voilà. Et donc ça nous permet de faire à la fois des rosés où on va chercher du fruité et de la fraîcheur, mais aussi après des vins où on va concentrer le sucre, concentrer les tanins pour avoir des cuvées soit de rouge en garde, soit même des vendanges tardives. C'est très technique quand même. Hein. Ah ouais. Et on va justement approfondir un petit peu ces discussions dès demain avec notre invité Alexis Albertini, donc du Clos d'Alzette, ou sur la commune de Serrier-d'Orcine. C'est le plus haut vignoble de Corse, hein, donc, que nous recevons cette semaine. Donc à demain Alexis. À demain. À demain David. À demain. Et cette semaine, nous parlons de vin et de bon vin avec Alexis Albertini, qui est notre invité. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour David, comment vas-tu ? Bonjour Frédéric, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler vin comme hier. Oui. Et nous recevons donc Alexis Albertini qui s'occupe du plus haut vignoble de Corse, hein, on a eu l'occasion de le dire hier. Alors justement, vous avez dit Alexis que vous étiez vigneron, mais concrètement, le métier du vigneron c'est quoi ? Parce que je suppose que selon que l'on soit au mois d'août par exemple, ou selon que l'on soit au mois de janvier, c'est pas le même boulot finalement. Ouais, le travail est très varié, voilà. C'est ça qui fait un peu le charme aussi de ce métier, c'est que on va travailler déjà au fil des saisons, on va suivre l'avancement de la vigne. Et puis en parallèle, après, il y a le travail à la cave. Donc à la vigne, on va partir, la période va partir de la taille. Après, vous allez avoir les bourgeonnages, tout ce qui est travail du sol. Après, tout ce qui est travail en verre, c'est-à-dire quand la végétation va pousser, printemps-été, il va falloir la palisser. Ça veut dire quoi la palisser ? Palisser, c'est-à-dire que les rameaux, les nouvelles pousses qui poussent justement, ouais. Qui vont grandir, il va falloir les contenir dans des fils de fer. Ah, ça c'est un fil qui court. Donc, voilà, avec des piquets, pour avoir donc une exposition des raisins au soleil, qui n'y ait pas de tas, et que la photosynthèse se fasse bien et qu'il y ait une super maturité au bout. Est-ce que c'est un fruit fragile, le raisin ? Fragile, oui. Bon, après, ici en Corse, on a beaucoup de chance parce qu'on a un climat quand même qui nous est très favorable. Mais oui, il est fragile quand il va être pratiquement mûr. On le voit dans certaines régions septentrionales. S'il commence à beaucoup pleuvoir, par exemple en septembre ou sur fin août, il y a la pourriture qui va s'installer. Nous, je touche du bois. Bon, c'est vrai qu'on a un climat qui nous favorise. La pourriture ou la pluie qui peut le détériorer. Voilà, c'est cette pluie qui détériore le raisin. Voilà, qui va faire gonfler les grains, ils vont éclater, la pourriture va s'installer. Et il y aura une incidence finalement aussi sur la densité de sucre, puisque l'eau apporte ça. Oui, tout à fait. Bon, ça, je vous dis, en Corse, on est quand même assez préservé. Après, on n'est pas à l'abri aussi de champignons, de maladies,
comme l'oïdium par exemple, Ouais. qui elle va attaquer des grains plus verts, donc ça va être plus au printemps. Donc là, il faut quoi ces maladies vraiment C'est un champignon. C'est un champignon. Donc nous, voilà, ce qui nous embête le plus, c'est l'oïdium, et on traite avec du soufre. En poudrage. C'est le seul produit entre guillemets chimique que l'on utilise, c'est du soufre. Oui, après il y a des produits plus chimiques, mais le soufre suffit à contenir cette maladie. Ouais. Après, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Suivre. De la saison dont nous parlions, bon, je suppose que le mois d'août, quand même, la saison des vendanges, c'est quand même un mois important, Ouais. et les semaines qui suivent aussi. Est-ce qu'il y a un temps mort où on peut souffler un peu? On souffle quand la vigne souffle, c'est-à-dire qu'à la vigne, il n'y aura plus de travail de la récolte, je dirais, à ce qu'on attaque la taille. Donc la taille, il faut attendre que les feuilles soient tombées, donc on va réattaquer la taille sur fin décembre, début janvier. Voilà, Ah ouais, ça va vite quand même. Hein. Voilà. Il faut vite se remettre dans le bain. Puis bon, dans ce laps de temps, vous avez quand même le travail en cave, où en septembre, vous avez rentré le nouveau vin, je dirais, enfin les nouveaux raisins qui vont donner le nouveau vin. Il y a quand même des vinifications et des choses à faire en cave. Mais c'est la période quand même la plus creuse. Vous avez un point important au domaine sur des cuvées vieilles ou anciennes? Oui, on essaie de garder une centaine de bouteilles par millésime. Centaine de bouteilles par Après, mon grand-père le faisait mais à petite échelle, donc c'est vrai que des millésimes antérieurs aux années 60, on en a très peu. Ouais. Et on a commencé par contre à bien stocker, je vous dis, une centaine de bouteilles à partir des années 80. Ah, quand même. Ah ouais, puis il y a de très demande. belles surprises. Ou pas? C'est pas tellement pour, c'est plus pour nous voir un peu comment ça évolue. Par exemple, un 88 est excellent à boire maintenant. Donc voilà, ça tord un peu le coup aux rumeurs. Ah oui, on a dit à tort et à travers que l'Incor, ce n'était pas de vin de garde. On peut pas savoir, finalement, peut-être qu'il y a des bouteilles qui, dans 100 ans, auront un goût exceptionnel. Il y a aussi cette magie-là qu'on peut avoir dans le vin, d'avoir un trésor peut-être dans sa cave sans le savoir. Tout à fait, et puis il faut savoir après que le vin reste un produit vivant. Donc une bouteille peut très bien vieillir 40, 50 ans. Après, c'est pas dit que sa voisine est de la même mise en bouteille, je dirais, vieillisse autant. Après, ça reste un peu magique. C'est aléatoire quand même, hein, parce que comment fait-on pour... Bon, c'est aléatoire sur des grandes périodes, je dis, des vieillissements de 40-50 ans. Hein. Après, sur des vieillissements de 10-15 ans, on maîtrise assez à la fois la vinification, nos raisins, pour avoir des vins qui soient réguliers, où on ait peu ou pas de mauvaises surprises. Et puis, il y a une amélioration de la technique fait durant ce laps de temps que ces petits défauts qu'il pourrait y avoir ou ces incidences qu'il pourrait y avoir n'y soient pas finalement. Et là, on rejoint le fait qu'avec après un très bon raisin qui arrive en cave, et voilà, le problème c'est d'extraire toutes les qualités de ce raisin. Et maintenant, c'est vrai qu'on a les outils pour. Alors, je vois à la cave, on a beaucoup de matériel. Ça va être toujours pour privilégier le côté physique, l'action physique sur les raisins. Et comme ça permet de ne pas employer de chimique. Parce que si tu as l'occasion de rentrer dans la cave du Clos d'Alzette, tu vas être émerveillé par l'ensemble des moyens techniques qu'ils ont. C'est un domaine high-tech, je dirais. C'est vraiment à pointe de la technologie, hein, votre domaine. Oui, on essaye tous les ans d'investir. Investir chaque année. Et voilà, ça, plus une hygiène que l'on veut irréprochable, fait que déjà on peut avoir des vins réguliers. Est-ce que ça a été une bonne année? J'ai cru lire quelque part que, au moment des vendanges notamment, qu'il y avait un très bon raisin et de la quantité cette année. Est-ce que ça a été le cas dans votre domaine? Oui. Oui, j'ai eu un peu peur parce que de la mi-juin au vendange il n'a pas plu. Donc on a eu peur à un moment qu'il se produise un blocage de maturité du fait du manque d'eau. En fait, pas du tout. On a atteint une maturité vraiment optimale. Et avec du raisin. Ouais. Donc a priori, est-ce qu'on peut le savoir maintenant, mais le vin devrait être bon? Oui, ça va être un très très bon millésime. Ouais. Rouge rosé. Ouais. Quel cépage vous utilisez donc? Cépage, c'est essentiellement des cépages insulaires, du vermentine sur le blanc. Là, on est en train on a fait une plantation de Bianco Gentile et de Genovese qui sont de vieux cépages corse aussi. Ouais. Qui ne rentrent pas dans le cadre de l'AOC. Voilà, pas encore. On va essayer d'élaborer, on a élaboré en 2014 une cuvée que l'on veut de garde en blanc, donc qui sera commercialisée que l'année prochaine. Donc où rentrent ces cépages, ces vieux cépages avec le vermentine. Après en rosé, c'est essentiellement, voire quasiment que du chacaril. Ouais. Et après en rouge, on retrouve le chacaril majoritairement avec un peu de Niellouch. On a aussi un peu de grenache. Donc un peu de grenache. N'est pas corse.
On va se quitter et on va se donner rendez-vous. Non pas demain, parce que demain c'est férié. Donc demain, ce sera repos pour tout le monde. Mais après-demain, ce sera jeudi, Alexis Albertini. Merci David. beaucoup. À jeudi. À jeudi donc. Vous êtes sur Alta Frequenza, c'est 11h15. On se retrouve pour votre émission Sapour et avec David. Salut David. Salut Frédéric. David Mezza qui nous a ramené cette semaine un invité qui appartient au monde du vin, un vigneron. Il s'agit d'Alexis Albertini. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous êtes responsable du Clos d'Alzette qui se trouve sur la commune de Sarri-d'Orcine. On l'a dit cette semaine, il s'agit du plus haut vignoble de Corse. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. On a parlé un petit peu des saisons, comment on travaille, etc. Est-ce que concrètement vous avez un chiffre sur le nombre de litres que vous faites tous les ans et est-ce que ce chiffre est stable ou est-ce que ça peut varier d'une saison à l'autre selon la récolte? Oui, ça varie, notamment le Chacaril est assez capricieux, assez irrégulier dans le rendement, mais en moyenne nous faisons 1800 hectolitres, donc ça fait 180 000 litres de vin environ. Les bouteilles, une bouteille c'est 1 litre, c'est ça? C'est 0,75, Ouais. on fait un peu plus de 200 000 bouteilles. 200 000 bouteilles, bon, c'est incroyable ça. Il faut l'endroit pour le stocker. Hein. Ah oui, il faut de la place. Ouais, il faut de la place. Et est-ce qu'il y a un cahier des charges précis à respecter pour avoir une appellation ou comment ça se passe? Tout à fait, nous faisons partie de l'appellation Ajaccio contrôlée, Ouais. qui est une appellation assez étendue, hein, part de Porto Polo le plus au sud et l'aire d'appellation monte pratiquement jusqu'à Piane. Et donc quand nos vins doivent suivre un cahier des charges bien précis, donc ça veut dire des cépages bien précis dont on a parlé hier, du Chacaril notamment, et plein de contraintes. Alors, il vient expliquer aussi mardi, mais il travaille aussi des cépages anciens. Ouais. Il y a une recherche sur les cépages anciens corse, parce qu'il n'y a pas que le Bianco Gentile, il n'y a pas que ces cépages-là, il y en a eu plein d'anciens cépages. Et ils ont été mis au rebut, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de production, parce qu'on avait des problèmes de maladies, parce que sûrement un peu une somme de tout ça. Avant, ils n'avaient pas les mêmes outils. Ouais. Avant, je pense qu'aussi c'était une consommation plus quantitative aussi que qualitative. Là, je remonte, Oui. c'était du travail de force. Les gens buvaient du vin pour se donner justement de la force. Donc, il y a ça. Il y a aussi qu'ils n'avaient pas les moyens que nous avons, à la fois de palissage, à la fois tout un tas de choses qui font qu'ils ont été oubliés. Et là, en Corse, nous avons la chance d'avoir un centre de recherche propre qui s'appelle le CRVI, qui, depuis une trentaine, voire quarantaine d'années, fait un travail exceptionnel, et notamment sur les vieux cépages, où ils ont été collectés comme ça à droite et à gauche de vieux cépages. Ils ont remis en production en micro-vinification, et maintenant c'est des choses que nous vignerons, nous tous en Corse, pouvons tester chez nous. C'est la mémoire en fait du domaine corse, quoi, finalement. Voilà, tous ces cépages. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça donne des produits exceptionnels. Dans l'originalité, dans la complexité, c'est impressionnant. Tous les ans, on fait 200 000 bouteilles. Je suppose qu'il y a de l'exportation et ça doit représenter un pourcentage important quand même, non? Non, pas trop? Non, Ce sont les Corses qui consomment ces 200 000 bouteilles, rien que... Oui, je parle pour nous au Clos d'Alzette. C'est vrai qu'on ne fait pas trop l'effort de s'exporter, donc ça va être plus majoritairement, très très majoritairement, la population en Corse, notamment les restaurateurs dont David fait partie, qui jouent le jeu, et donc on commercialise, je dirais 80% sur l'île. Et après, 20% c'est sur le continent, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas encore donné les moyens d'aller s'exporter. Bon, après, on est plus paysan que baroudeur. Comme d'affaires avec le gros cigare. Donc bon, il faudra peut-être que ça vienne, mais c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Donc pour l'instant, vous vendez un peu à la cave. Oui, beaucoup à la cave. Et après, je vous dis tout ce qui est restaurant. Est-ce que vous avez constaté, parce que c'est ce que j'ai entendu dire au Salon de l'Agriculture il y a 2 ou 3 ans, qu'il y avait vraiment au niveau de la qualité une progression quand même assez nette du vin chez nous? Est-ce que vous, indépendamment de votre domaine, vous avez le même sentiment? Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Ça, c'est quelque chose, maintenant, tous les dégustateurs et les pontes s'accordent à dire que le vin corse est plus qu'intéressant et de très grande qualité. Mais nous, on le voit parce que justement, comme je disais, tous les ans, on investit, on se remet en question, on essaie de toujours faire meilleur. Et ce qui nous motive aussi, c'est qu'en face de nous, on a des gens comme David, les restaurateurs, il y a une prise de conscience et les gens se passionnent pour le vin. Voilà, chose qui peut-être il y a 30-40 ans,
les gens, de vin, ils pouvaient vendre un vin ou un autre, et ils prenaient peut-être pas le temps de le goûter. Maintenant, ils sont en demande. Ils sont curieux de déguster les nouveaux millésimes. Ils sont curieux de déguster de nouvelles cuvées. Donc tout ça, ça motive. Et voilà, c'est un effet boule de neige. Je pense que ça tend à tirer tout le monde vers le haut. Après, il y a le centre de recherche qui fait un travail énorme. Voilà, c'est vraiment une profession qui est en marche, qui est en éveil. Et voilà, qui regarde ce qui se fait aussi, qui est assez ouvert, qui regarde ce qui se fait aussi dans les autres régions. Et c'est comme ça qu'on peut tendre à... Ça fait peut-être aussi partie de l'attractivité de la Corse au niveau touristique. C'est-à-dire que les touristes qui viennent chez nous, qui vont dans des restaurants, y compris comme chez toi, David, à l'Altroverse ou ailleurs, ils ont envie de boire du bon vin du pays ou de la région qu'ils visitent. Ça joue, ça aussi, je pense. Tout à fait. On a un marché qui est particulier, qui est spécial. Et je disais tout à l'heure, les restaurateurs jouent le jeu. Peu sont les restaurateurs qui ont d'autres vins, enfin des vins du continent à leur carte, par les 4 étoiles ou qui sont tenus d'en avoir. Autrement, la majorité n'ont que du vin corse. Oui, moi pendant des années, je n'ai eu que du vin corse. Après, j'ai lâché un peu prise parce que mes frères voulaient faire rentrer un peu de vin du continent et s'ouvrir un petit peu, mais pendant des années, il était hors de question pour moi de mettre un vin du continent sur ma carte. Non pas par militantisme, mais parce que quand on dit je connais les vins corses, c'est faux, parce que celui qui a la prétention de connaître les vins corses, il faut qu'il se lève de bonne heure, parce qu'il y a une gamme impressionnante, on ne s'imagine même pas tout ce qui se passe. Et déjà sur une petite île comme la nôtre, il y a 9 appellations différentes. Donc, dit 9 appellations, des vins complètement différents. Il y a plus d'une centaine de vignerons en cave particulière. Après, il y a 4 ou 5 caves coopératives. C'est un travail énorme de tout connaître. Nous, on a essayé, par exemple, de prendre, avant que le restaurant ne brûle, de prendre les vins du nord au sud et appeler chaque vigneron pour déguster chaque vin pour avoir une idée de ce qui se passait. Mais c'est énorme. Tu n'y arrives pas au bout. Ouais. Tu n'y arrives pas au bout. Alors, quand on a certains prétentieux qui arrivent sur nos tables en disant « Ah non, moi je ne bois pas de vin corse, je les connais », eh bien, c'est désagréable de l'entendre. En même temps, c'est faux parce que ce n'est pas possible. C'est pas possible, et puis il ne faut pas rester sur une certaine idée, parce que vous avez dégusté le vin d'une propriété 5 ans avant et 5 ans après. Ça n'a plus rien à voir. Voilà, c'est même sans aller chercher le Sartenay ou le Trimogne, le simple fait qu'il y ait 5 années d'écart au même endroit, il y a une différence de goût. Déjà une année, comme on parlait de l'influence du climat, et c'est ça qui est... Et puis on peut avoir un mauvais a priori sur dégusté dans un endroit où le vin n'a pas été entreposé de bonne façon, où il fait trop chaud, où il fait trop froid, et on a une dégustation tout à fait différente. Donc on ne peut pas rester sur un a priori. Ça va même être l'état d'esprit dans lequel on est qui va même influencer la dégustation. Moi je goûte très très régulièrement mes vins à la cuve, et c'est vrai que même si un jour on a une contrariété, on va déguster le vin, ça va, malgré qu'on essaye de faire abstraction, ça va quand même jouer sur la dégustation. Le vin, c'est d'une précision énorme. On va se quitter, messieurs. On va se donner rendez-vous demain vendredi pour ta recette, David. À demain. À demain. Au revoir. Bonjour et merci de nous rejoindre à 11h15. Bonjour David. Bonjour Frédéric, comment ça va ? Ça va très bien. Nous terminons notre semaine avec notre vigneron Alexis Albertini. Bonjour Alexis. Bonjour. L'homme aux 200 000 bouteilles par an, c'est le Clos d'Alzette. Enfin oui, c'est toute la famille. Alexis, on l'a dit en début de semaine, puisque c'est une entreprise familiale. C'est un domaine familial. Et plus que centenaire finalement. Ça remonte à plus 1800, de 200 ans. Plus de 200 ans, oui. Plus de 200 ans. Donc, Et on recevra, si Alain accepte, c'est son frère Alain, ils font aussi de l'huile d'olive. Oui. Une huile d'olive magnifique. Traditionnelle. On a plus de 1500 pieds, dont une partie qui sont plus de centenaires. Là, on va attaquer la récolte maintenant à peu près, c'est quelques jours. Et il s'appelle Alors, son frère, c'est Alain Albertini. Alain. Bon, Alain, on lance le message. On aimerait parler de l'huile d'olive dans cette émission. Alors, on a beaucoup parlé du domaine le plus haut vignoble de Corse, on l'a dit. Si vous avez raté quelques émissions, là je m'adresse aux auditrices et aux auditeurs, n'oubliez pas d'aller sur notre site internet www.alta-freguenza.com pour retrouver les podcasts audio et vidéo. Alors David, le vendredi, en général, c'est consacré à la recette, parce qu'on peut cuisiner avec du vin aussi. Ah oui, on peut cuisiner avec du vin. Il y a des recettes où on peut agrémenter de vin, soit déjà tous les sautés de veau, les ragoûts, les sangliers, les sauces au vin rouge que l'on peut faire. Civet de sanglier, il faut du vin. Toutes les sauces que l'on peut faire à base de vin ou de réduction de vin, toutes les marinades au vin rouge, bien entendu, les sorbets, des glaces, on peut faire... des glaces aussi. Oui, on peut faire une multitude de choses avec le vin en général, qu'il soit blanc, rosé, muscat... champagne, etc. Moi, aujourd'hui, je vous propose une poire pochée. En ce moment, je suis un peu dans les poires.
Que j'ai goûté d'ailleurs. Tu l'as goûté? Au bistroté, très bon. Alors ça, c'est une poire au chocolat que tu as goûté. Là, Oui. on va faire une poire pochée au vin d'Alzette, donc au vin rouge d'Alzette. On laissera à Alexis le choix de choisir le vin qui va pocher notre poire. Je vous conseille des poires commis. Ce sont les poires de saison. Ce sont des poires très sucrées, très fines, qui vont très bien avec le vin et surtout qui vont très bien cuire dans notre sirop à base de vin. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 4 poires commises pour 4 personnes. Il nous faut 200 g d'eau. Il nous faut 100 g de sucre, ça s'appelle un sirop léger. Quand le poids de sucre est inférieur comme ça de moitié à l'eau, ça s'appelle un sirop léger. Et c'est fait pour pocher les fruits. Il nous faut de la cannelle, environ une petite gousse, une petite gousse de vanille et 2 petites badianes, donc anis étoilé. Comment on procède? C'est très facile. On va pocher nos poires une fois qu'elles sont épluchées entières dans ce sirop. Une fois qu'il y a ébullition, on va rajouter 50 centilitres de vin et on va stopper. Quand le bouillon est à ébullition, qu'on a rajouté notre vin, on stoppe la cuisson. C'est parce que ça va cuire par osmose. Osmose, ça veut dire qu'il y a un transfert entre tous les éléments que l'on a mis en cuisson, c'est-à-dire la poire, le vin, les éléments aromatiques et le sirop. On va couvrir d'une feuille, comment on appelle ça, en plastique ou d'un couvercle, et on va laisser reposer environ 1 heure. Au bout d'1 heure, on va contrôler la température, la cuisson de la poire. Généralement, c'est pas cuit. On vient rapporter une deuxième ébullition et on la ressort. Et on la laisse toute la nuit comme ça, trempée, je dirais, hein, à la nage, comme on pourrait dire pour un poisson, dans cette marinade de vin, de sucre, de cannelle, de vanille. Et là, c'est pour que ça s'imprègne bien. Voilà, c'est ça, c'est hein. vraiment pour qu'il y ait vraiment la rencontre des éléments, l'osmose entre tous les éléments. Le lendemain matin, on va sortir les poires de ce sirop. Elles vont être d'une couleur rouge vin. Hein. On va filtrer et on va porter à une température de 60 degrés. Pourquoi 60 degrés? Parce qu'on va la gélifier. Alors au préalable, on va mettre 4 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Il faut toujours utiliser de l'eau froide pour ramollir de la gélatine parce que dans l'eau chaude, ça fond. Et dans l'eau froide, il y a le résultat que l'on veut, c'est-à-dire un gonflement de la gélatine qui va permettre à l'appareil de gélifier. Si on le met dans l'eau chaude, ça ne marche pas parce que tout part dans l'eau chaude. Et donc, on va gélifier notre vin. On va mettre notre gelée de vin dans des assiettes creuses. On va venir y apporter une petite brunoise de poire crue pour un petit côté croquant. Et on va venir poser notre poire dessus et on va mettre au frais. C'est-à-dire qu'on aura notre assiette creuse, notre gelée au fond avec les poires crues et dessus notre poire pochée au vin rouge. Et on la servira à midi ou le soir selon votre convenance, soit avec un petit granité au vin rouge ou au muscat, soit avec une boule de glace vanille selon ce que vous aimez. Et c'est un dessert très simple, facile à réaliser avec des produits de chez nous. Et on sent le goût de l'alcool ou non, parce qu'il y a cuisson en fait. Ouais, il y a cuisson, il y a un peu d'évaporation. Ouais. Bien sûr, on a le caractère du vin que l'on aura utilisé. On peut le faire au vin rouge comme on peut le faire au vin blanc ou au vin rosé. C'est à vous d'après de faire quelques essais. Mais on n'a pas le côté un peu trop alcoolique. On a le côté, je dirais, des arômes qui viennent se retrouver autour du vin, de la poire, de la vanille, du sirop. Eh bien, merci David pour cette recette. Moi, je suis impressionné. Je ne sais pas si Alexis vous êtes impressionné parce que il n'a pas de papier devant lui. C'est impressionnant. C'est plus qu'impressionnant. C'est David. Ouais. Hein, c'est David. Merci David pour cette recette. À vous, merci Alexis. Une question que j'ai toujours eu envie de poser à un vigneron. Si demain, j'ouvre une bouteille de votre exploitation, de votre vignoble, qui date, je sais pas, de 10 ans en arrière, et que je vous fais boire, sans vous dire ce que c'est, est-ce que vous pourrez reconnaître l'année? Et non? Oui. Un bonjour peut-être. Non, mais après il faut rester très très humble devant la non, dégustation. Mais même si c'est votre vin à vous, il y a des chances que je le reconnaisse. Il y a des chances. Maintenant, il faut rester humble parce que je vous dis, suivant l'endroit, suivant l'humeur, on peut avoir des perceptions différentes et bon, la trame principale va rester bien lisible, mais voilà, on n'a jamais de certitude en fait. Il faut rester très humble devant un vin. Oui. C'est un métier aussi. Hein. Ah, c'est un métier. C'est un métier passion. Ouais. Parce que c'est comme la cuisine, je pense, si je peux me permettre la comparaison, où si tu n'as pas la passion de la terre, si tu n'as pas la passion de ton terroir, de ton raisin, de ta famille, de toute l'histoire qui englobe, je dirais, leur domaine, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Parce que il ne faut pas croire que ce sont des gens riches, les vignerons, ce sont des gens qui investissent la plus grosse partie de ce qu'ils récoltent. Ils le réinvestissent pour avoir encore une qualité supérieure. Et puis, donc c'est un métier.
c'est l'agriculture, on est tributaire du temps. Et comme je vous disais, il ne faut pas Il y a le facteur risque aussi. Hein. Faut pas... Il y a de grosses pluies en août, c'est prenant du début de l'année à la récolte, c'est très stressant parce que chaque chose que vous allez faire va influer sur la qualité du raisin. À la finalité. Donc voilà, après, il ne faut jamais avoir de certitude et se remettre en question. Mais je pense que pour la cuisine, c'est exactement pareil. Est-ce que vous élevez toujours en foudre? Une foudre de 6000 litres. 6000 litres. Pas pour apporter du boisé, mais pour assouplir, micro-oxygéner les vins. Micro-oxygéner les vins, c'est magnifique. Et est-ce qu'on peut faire ce métier sans avoir le goût du vin, c'est-à-dire sans en boire, tout simplement? Il vaut mieux pas. Ah, Est-ce qu'on peut faire de la cuisine sans passion? Impossible. On peut le faire, mais c'est impossible. Ben, ça va impacter la qualité. La qualité, forcément. au final, n'y sera pas. Hein. Forcément. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation, beaucoup. Alexis Albertine. On rappelle Claude Alzette ou sur la commune. Son frère aussi. Eh oui, on attend le frère maintenant pour l'huile d'olive. Il faut monter le chercher, je pense. Hein? Sarri-Dorcino, c'est pas très loin de nos studios. Merci beaucoup en tout cas, Alexis Albertine. Merci on vous souhaite bon vent et puis on espère, a priori, ça devrait être une belle année pour votre vignoble. Oui. À très bientôt, Alexis. Merci. Au revoir. Merci, à bientôt.